Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Vanroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on parle du sentiment de confiance, ou de manque de confiance, ça dépend par où on le regarde, et du sentiment de légitimité ou d'illégitimité. Là, pareil, ça dépend dans quel sens on regarde ça. C'est pas la première réunion sur ce sujet, c'est pas la dernière, parce que c'est quand même un gros morceau dans notre profession. Alors, peut-être certains manquent de confiance ou de sentiment de légitimité. Il y en a qui, peut-être, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, ne se sentent plus trop concernés par ça. Mais pourtant, il me semble que quand on travaille avec l'humain, eh ben, en fait, ça n'en finit jamais. Au moins, on a toujours des réflexions sur le métier, on a toujours des questionnements. Et je pense que ça fait partie de l'aventure. Donc c'est pas ça peut devenir inconfortable, mais si on le prend avec philosophie, ben, on peut s'en saisir comme des leviers pour, avancer dans la pratique. Mais, moi quand j'étais enseignante pendant 22 ans et ben, pendant 22 ans, je me suis posé des questions sur la conduite de classe. Qu'est-ce que c'est enseigner? Qu'est-ce que j'entends par enseigner? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que je mets en œuvre dans mes cours de manière concrète pour atteindre, enfin, ou coller à la posture que je m'étais fixée. Voilà, c'est toute une réflexion sur le boulot qui ne s'est jamais arrêtée, en fait. Alors bien sûr, quand j'étais en cours, bah, j'étais, moins stressée qu'à mes débuts, mais ce questionnement ne m'a jamais lâchée. Je crois vraiment que quand on travaille avec l'humain, on ne peut pas en faire l'économie. Simplement, et puis, aussi dans notre pratique, on a des changements qui vont se faire par paliers. C'est-à-dire que notre pratique, elle évolue. On ne propose pas la même chose, on ne travaille pas de la même manière, on change nous-mêmes à l'intérieur et ça va ressurgir dans notre métier. Donc, on va avoir des paliers d'évolution. Là, on peut ressentir, des petits moments d'insécurité à nouveau. Puisque ça bouge, en nous, bah, ça bouge aussi, on a l'impression d'être sur un sol qui est plus très solide. Ça peut être un peu déstabilisant, mais on peut passer par des phases comme ça aussi. C'est tout à fait normal et puis, bah, après, quand on en sort, bah, on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire on a notre évolution, elle s'est faite. Donc on peut avoir régulièrement des moments où on peut être, repris par, bah, un sentiment de manque de confiance, ça peut arriver. Et je voulais dire, j'ai perdu, c'est pas très grave, ça reviendra après. Est-ce que, vous ah oui, c'est ça que je voulais dire. Le problème, c'est quand ce manque de confiance et ce sentiment d'illégitimité bloquent notre, activité, dans le sens où pour certains, on ne va pas se lancer de manière officielle ou on va en tout cas ne pas véritablement faire, ce qui est en notre pouvoir pour nous rendre visibles et vraiment développer une activité. Alors, parfois ça passe par des pas des excuses, je sais pas trouver le mot, pas trop, mais par des, justifications, qui ne sont pas les vraies. C'est-à-dire, je sais pas, «Non mais en ce moment, c'est un peu dur niveau perso», donc je dis pas que quand c'est dur niveau perso, c'est pas difficile d'aller se lancer dans le pro, surtout quand on a son compte, ça va avec. Mais parfois, il y a certaines justifications qu'on donne qui sont pas les vraies, qui sont en fait au service de celle qui est cachée derrière et qu'on voit ces sous-fifres là, qui travaillent pour elle, c'est la peur. Parce que justement, on a les chocottes, donc ça peut freiner le développement de notre activité et ça freine, bah, l'attraction, vers les clients. C'est-à-dire, on parle de notre activité autour de nous et cetera, puis, bah, on n'est pas trop sollicité, donc ça peut, vous voyez, ça peut se manifester par des choses comme ça et ou on n'est pas à l'aise. C'est-à-dire qu'on est stressé quand on est en séance, on est stressé quand les gens prennent un rendez-vous avec nous
parce qu'on se dit: «Oh là là, ils m'appellent, mais sur quoi? Ils vont vouloir travailler, mon Dieu, j'ai combien de temps pour me mettre un peu au clair avec ça?» Donc c'est pas, quand c'est comme ça tous les jours et qu'on veut vraiment développer une activité, c'est, pas très agréable, pas très confortable parce qu'en général, les personnes qui sont dans notre milieu, bah, il y en a beaucoup, c'est quand même un choix. C'est pour beaucoup, il y en a ici parmi nous, parce que je connais un peu les parcours, pour beaucoup, ce sont des carrément des choix de reconversion. On a lâché un boulot pour venir faire ça. Donc on est vraiment dans un métier, qu'on a choisi, qui nous passionne et dans lequel on a super envie de s'épanouir et en fait, eh ben c'est pas ça du tout qui se passe parce que ça peut être un stress et une pression, qui peuvent s'avérer vraiment être lourds. Certaines personnes arrêtent, hein. J'étais en contact avec des gens, soit qui se sont jamais lancés, soit qui disent: «Moi j'arrête». Parce que là, c'est plus possible, j'arrête de faire ça. Donc là, quand ça arrive à ce point-là, bah, c'est dommage. L'idée aujourd'hui, ça va être de partir sur certains enfin voilà, je vais vous donner la parole juste 2 minutes pour que chacun, peut-être, si vous avez un point particulier à évoquer sur ce sujet de la confiance, du sentiment de légitimité, vous puissiez le dire et l'idée, c'est d'apporter, 1 ou 2 lignes de réflexion sur lesquelles se baser pour pouvoir gagner en confiance et s'asseoir dans sa légitimité. De manière à s'ouvrir et aller vers un développement global de nous-mêmes, de nos activités, et cetera. OK, ça vous va? Alors, est-ce que, vous voulez, enfin, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, hein, si c'est pas votre souhait, il y a pas de problème. Mais si vous voulez bien partager, bah, si vous avez un ou 2 aspects où vraiment, bah, vous manquez de confiance, vous ne vous sentez pas légitime, est-ce que vous pouvez, expliquer, un petit peu ça? Oui, Isabelle? Hop, voilà, je veux bien commencer parce que justement, je suis au début aussi de l'activité. Donc je sors de la formation intuition, donc reboostée, en disant: «Super, j'y vais» et tout. Et hier soir, pour parler, j'avais une amie qui devait prendre une décision sur le fait d'acheter ou pas un appartement. Donc du coup, j'ai dit: «Bah, tiens, je vais te faire, une séance d'hypnose», et comme on m'avait fait, moi, dans le sens d'aller visualiser un cahier où il y a rien marqué dessus, puis à un moment, c'est écrit oui ou non. Donc j'ai essayé. J'ai fait la séance, elle s'est endormie, ça fait 3 ou 4 séances que je lui fais, elle s'endort à chaque fois. Donc il y a un moment, ben, forcément, c'est compliqué d'attendre des réponses, si la personne ne peut pas répondre parce qu'elle dort. Et puis j'ai pas réussi à lui faire lire, la réponse. Donc je suis au début de faire mon activité d'hypnothérapeute et puis là, paf, j'ai pris un grand truc dans la figure quand même en disant: Elle s'endort, ça marche pas, ça a pas marché». Donc bon, c'est voilà, c'était difficile pour moi hier soir, quoi. Ça marche, merci pour ton partage. Eh ben, c'est super que tu le vives, maintenant. Parce que je veux dire des claques comme ça, on en prend tous et c'est plus ça arrive tôt, mieux c'est. Parce qu'on peut enfin, ça crée une pression énorme de se placer comme ça, dans une posture de réussite, non réussite. Ça, c'est un point hyper important, dont on va parler si vous voulez bien après. Je fais finir le tour du groupe et ça répond à un point essentiel, dont je voulais parler aujourd'hui, ce que tu es en train de nous partager là. Éric? Ouais, je veux bien contribuer aussi. Moi, j'ai fait la formation ACDP. J'ai certifié donc en fin novembre, début décembre. Ça fait maintenant 1 an. Je suis officiellement installé comme hypnothérapeute, on va dire, depuis le printemps, avec sentiment de ne pas être légitime, syndrome de l'imposteur, mais pas parce que j'ai pas acquis les connaissances, juste parce que je n'avais pas encore, je pense, identifié ou je m'étais pas approprié la méthode.
m'en sentais, je savais pas comment aborder le truc. Et je sors également de la formation intuition. Bizarrement, moi, ce que j'ai envie de contribuer, je reçois mon premier patient consultant demain. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un que j'avais en cours collectif de Qigong et de méditation qui me disait être intéressé par venir me voir, mais qui ne faisait pas la démarche de le faire. Je suppose que je ne devais pas dégager ce qu'il fallait pour qu'elle se sente à l'aise de le faire, je ne sais pas. Et mercredi dernier, elle m'a sollicité après le cours pour qu'on ait enfin le rendez-vous pour une première séance ensemble. Et là, je me suis senti légitime pour lui dire clairement, pour valider le tarif que j'avais moi pensé dans ma tête, qui est un tarif qui n'est pas du tout bradé. Et lui dire que moi, je lui faisais aucune garantie, que ça dépendrait de l'alliance thérapeutique qu'on aurait ensemble, que je pourrais travailler sur les symptômes de sa fibromyalgie. C'est quelqu'un qui souffre d'une fibromyalgie. Que je pourrais travailler sur les symptômes, donc sur l'insomnie, sur la douleur, sur ce genre de choses, mais qu'en aucun cas, je pourrais lui soigner la fibromyalgie avec l'hypnose. Elle a acquiescé, elle était contente comme ça, elle s'est sentie en confiance et donc je la reçois demain. Et c'est ma première consultante officielle. Donc je ne sais pas si c'est la formation intuition, si c'est une combinaison de plein de choses différentes, mais en tout cas, je me sens pas particulièrement en stress à l'idée de la recevoir demain. J'ai un stress parce que j'anticipe un petit peu parce que c'est ma première consultante, mais je le vis pas avec beaucoup de pression, en fait. J'ai l'anticipation qui est délicate parce que c'est la première fois, enfin, c'est ma première fois réelle et j'ai quand même envie dans ma tête, de prendre le temps aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut que je le fasse cet après-midi, de travailler, dans ma tête un petit peu le déroulé potentiel de cette séance. Parce qu'elle m'a déjà dit qu'elle voulait travailler sur les insomnies, et cetera. Donc j'ai déjà une piste de travail pour elle. Mais je sais que demain, je vais juste lui faire une hypnorelaxation après une très longue anamnèse et je suis complètement OK avec ça. Voilà. Donc je voulais participer ça. Je voulais, contribuer ça aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que, dans nos boulots, il y a beaucoup de gens aussi qui sont, assez, je ne sais pas non plus comment l'exprimer avec d'autres mots, mais qui croient en, la fameuse loi de l'attraction, les vibrations, ce qu'on dégage, hein. On est quand même dans un milieu où ça se pratique d'avoir cette vision-là de la vie. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on fait ce boulot, eh ben, on a des preuves permanentes de de ce que ça fait dans le concret, une forme, je vais appeler ça ouverture, fermeture, voilà, simplifié. Quand il y a une ouverture qui se fait, il se passe des choses. Et enfin, on a beau ne pas vouloir y croire, si vraiment on est attentif et qu'on observe, ça se vit. Donc, sans doute, peut-être, voilà, je ne sais pas trop comment, curieux hasard ou cette ouverture, mais oui, il y a des choses qui se passent. Donc ça peut être, enfin c'est l'idée, hein, de toute façon que ces formations-là, vous permettent justement d'être dans cette ouverture pour que, autour de vous déjà, dans votre réseau, les gens que vous côtoyez, parce que là, on parle de ça, les personnes que vous avez, aux alentours, vous savez, on parle de se rendre magnétique. Alors se rendre magnétique, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière? Mais c'est juste ça en fait. Hein, quand on est dans une forme d'ouverture et qu'on est posé dans sa place, qu'on est vraiment assis là, bien à sa place, les gens vont se sentir en sécurité. Ils vont ressentir qu'ils peuvent être en sécurité dans l'accompagnement. Là aussi, on reparlera de tout ça tout à l'heure. Ça sera en lien avec des éléments qu'on développera tout à l'heure. Valérie? Bonjour à tous. Alors, moi, j'illustre parfaitement ce que Stéphanie a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas être légitime et de reculer et de toujours trouver une excuse. Bon, il y en a des bonnes, mais moi aussi, je me suis dit, bon, là, Valérie, je pense que soit un moment, il faut se relancer. Donc, j'ai laissé en suspens un certain temps et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, bon, je m'inscris et je vais tout faire pour ne pas avoir un autre rendez-vous qui vient se caler dessus.
pour participer, me remettre dans ma formation aussi, parce qu'en fait, à part les entraînements que j'ai fait pour la formation, j'ai pas pratiqué plus que ça. Et là, je me suis dit, j'ai besoin quand même de refaire un petit point avec les cours, avec l'ordre, la chronologie, tout ça, pour me sentir bien, parce que ça, c'est psychologique, mais voilà. Et puis de retrouver avec ma fille, j'en ai parlé l'autre jour, de faire des propositions pour pouvoir m'entraîner et puis me relancer. Voilà. Et à la suite de quoi, je jugerai si je me sens à ma place ou pas à ma place. Super, super de t'y remettre, Valérie. Alors Ouais. après, tu sais, être à sa place, pas à sa place, c'est assez rare que du jour au lendemain, oh, ça y est, je suis à ma place. Hier, j'y étais pas, et là, je suis dedans, mais à fond. Donc, souvent, on va la prendre. En fait, elle existe, cette place, parce que si on a eu envie de faire ça, si on a rêvé à ça, ben, on s'est fait notre place, mais il nous faut parfois du temps pour voilà, plonger dedans. Enfin, c'est l'image, je sais pas, comme si on se faisait un fauteuil, là, puis que là, ben, on va vraiment s'asseoir dedans. Donc, ça viendra petit à petit. Oui, je Toi, pense que voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça j'en suis certaine. Mais voilà, c'est de voir comment ça se passe quoi, en fait avec des gens que je ne connais absolument pas et pour travailler certains points. Donc je crois que c'est important. Et là, le fait de m'inscrire, et de venir à cette visio, c'était vraiment un premier pas pour revenir dans le circuit. génial. Et en plus, tu le poses oralement devant le groupe, donc c'est pas rien, parce que bon, tu ne nous dois rien, bien sûr, mais c'est quelque chose que tu poses pour toi, Ouais. là, comme ça. Le passage à l'action, c'est toujours pareil, hein, mais qui n'est possible qu'avec un travail aussi sur comment on voit les choses en parallèle. Mais là, super. Donc oui, par contre, si ça fait longtemps qu'on n'a pas trop touché à comment fabriquer une séance, etc., enfin, si on a le sentiment que ce qu'on a fait en formation, on ne l'a pas bien intégré, on peut se permettre d'aller regarder à nouveau un peu ses cours, se remettre dedans pour pouvoir intégrer davantage et lâcher ça après dans la séance, effectivement. Voilà. Merci Valérie. Est-ce que quelqu'un peut partager Oui, Sandra. Alors, ton micro, Ouais, là c'est mieux. Oui, non, mais j'ai beaucoup galéré. Désolée pour le retard d'ailleurs. Moi, j'ai été certifiée en septembre 2022, mais j'y ai passé 4 ans sur la formation. Beaucoup d'événements familiaux, personnels, voilà, qui ont fait que j'y ai mis 4 ans. J'ai pas touché du tout dans toute l'année. Et j'ai eu ma première cliente, ma première consultante la semaine dernière. J'ai énormément travaillé sur ce qu'elle me demandait, sur la demande. J'ai passé beaucoup de temps, je t'en ai parlé d'ailleurs, Stéphanie, sur les métaphores. Moi, c'est vraiment mon gros problème, c'est le temps que je passe pour les métaphores. Et le résultat avec cette consultante, en plus, ça n'a pas été terrible. Quelqu'un qui a beaucoup critiqué le fauteuil, qui était mal installé, qui ne s'est pas laissé embarquer, qui a cherché le lien entre les histoires, qui ne comprenait pas quel lien ça avait avec elle. Enfin, on a tout décortiqué. Donc, pour une première, c'est pas un super... voilà, ça partait pas terrible, mais elle revient quand même. Et je lui ai dit, d'ailleurs, sur tes conseils, que la prochaine fois, je lui ferai une séance d'hypno-relaxation. Parce que c'est quelqu'un qui est énormément dans le contrôle et que je n'arriverai pas à faire partir du tout tant qu'elle ne sera pas un tout petit peu relaxée. Voilà. Oui, eh ben, c'est challengeant, hein, c'est sûr. N'hésitez pas aussi si la personne elle part comme ça dans des plans d'analyse, si vous pouvez un peu recadrer et dire, vous savez, on dit que pour une séance d'hypnose, on laisse reposer sans trop décortiquer, on laisse le travail se faire. Voilà. Vous voyez, si vous sentez que ça part, que la personne vous fasse part d'un ressenti, de ce qu'elle a vécu, voilà, ok, mais décortiquer, bon. Effectivement, on en avait parlé, quand une personne arrive vraiment, vraiment pas bien, avant de vouloir commencer à faire un travail en profondeur sur quoi que ce soit, effectivement, moi, je pars plus sur de l'hypno-relaxation
pour vraiment d'abord permettre à la personne de redescendre de là où elle est, du stress, de la négativité. Ah oui, oui. Les Voilà. perchées négatives de bout en bout pendant 1 heure de séance. Voilà. Donc, tu vois, quand on a quelqu'un qui est là-dedans, il n'y a rien qui peut se passer. Donc après, est-ce qu'elle va poursuivre avec cette attitude ou pas? Bah, ça, tu verras bien. Mais c'est vrai que bon, lui proposer une séance d'hypnorelaxation déjà, ou plusieurs, hein, une ou plusieurs, parce que ça, enfin, une peut ne pas suffire, hein, ne pas hésiter à aller vers ça, effectivement. En fait, juste pour conclure, elle m'a quelque part un peu rejeté la faute à la séance d'hier en me disant qu'elle était venue me voir parce qu'en fait, elle a une maladie orpheline au niveau de la vessie qui l'empêche de dormir. Donc, elle est venue me voir pour pouvoir dormir. Je lui ai expliqué que moi, une maladie orpheline, je n'avais pas de baguette magique. Voilà. Et bien, elle m'a dit que si elle n'arrivait pas à partir en hypnose, c'est parce qu'elle ne dormait pas. Et enfin, c'est un cercle, en fait. Et elle me rejette la faute. Oui, mais ça, pareil, hein, vous allez voir que les consultants, en mode, victime, Mm. ah bah, vous allez être, c'est vous qui faites pas votre boulot correctement et Il c'est fallait beaucoup que je plus commence par ça, moi. Ma première consultante. c'est pareil, tant mieux, parce que je vais te dire, tu commences par ça, après tu es vacciné, tu as tout. Ben, c'est tellement plus facile de dire: «C'est de ta faute» que d'aller regarder à l'intérieur vraiment ce qui peut bloquer. Ouais. Hem, elle dit que c'est parce que nana, elle n'arrive pas à Dormir. bah, après là, tu peux reposer, bah, là, c'est compliqué aujourd'hui d'entrer, dans cet état-là peut-être, mais moi ce que je vous propose, c'est, bah, de le voir comme, un entraînement, un exercice qui peut, effectivement, se renouveler pour y aller progressivement. Il y a des personnes pour qui, bah, il y a besoin de plusieurs entraînements et ça n'a rien à voir par contre avec le fait que vous viviez des insomnies. Ce n'est pas ça qui remet en cause, la possibilité d'aller dans l'état. Mais c'est pareil, vous savez, l'accord Toltec, ne le prends pas personnellement. Dans un accompagnement, c'est fondamental d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand vous avez un consultant qui vous agresse, qui vous rejette la faute, qui fait preuve, de limite de mauvaise foi, voilà, se joue des choses en lui et en fait, nous, on est dans la relation thérapeutique, on peut être dans le jeu de ça, mais en aucun cas, on va être, la cause de tout ça. Ce dont il me semble, a besoin un consultant qui est là-dedans, c'est que vous gardiez votre posture et surtout que vous ne basculiez pas le fameux triangle de Karpman, hein, qu'on ne bascule pas nous aussi dans le rôle du persécuteur ou dans le rôle du sauveur. «Ah mais vous inquiétez pas, moi je vais vous faire une séance, vous allez voir, je vais guérir tous vos maux». J'exagère un peu parce que c'est bien plus subtil que ça. Parce qu'évidemment des accompagnants dans la posture du sauveur, il y en a plein, mais ils ne le savent pas, parce qu'ils ne tiennent pas ce genre de discours. C'est beaucoup plus subtil. Hem, Si vous rentrez dans ce jeu, vous allez sortir de la posture, vous savez, le A de adulte, je sors du triangle. Nous, notre rôle, ça va être de rester dans notre posture. La personne, elle se pose en victime, OK, mais moi, je ne vais pas me mettre en sauveur, je ne vais pas me mettre en persécuteur. Ça, alors, quand on fait les entraînements dans clarté, on a rarement une personne du groupe qui nous pourrit, au moment des entretiens, ça pourrait Dommage. arriver, mais on peut s'entraîner en tout cas à, voir comment on peut se maintenir dans cette posture, par quoi ça passe. Voilà, donc toi, accord Toltec, ne le prends pas personnellement. Bah, après chacun, peut avoir sa phrase ou vous voyez, avoir ses trucs. Mais moi cette petite phrase de temps en temps, bah, je me la dis parce que quand il y a des gens, qui se déversent sur moi, par exemple, ça arrive, hein, je me dis: «Mais c'est pas moi en fait, c'est juste ils ont besoin de déverser et moi je me trouve sur leur chemin, donc vas-y prends ça». Mais je prends pas finalement. En me mettant à l'écart de ça, voilà, je prends pas. Tout l'enjeu va être, justement de déterminer tes objectifs au moment de la séance, de l'accompagnement général et de la séance. Même si on détermine un objectif pour s'en détacher complètement, je ne sais pas si on aura l'occasion d'aboutir, enfin si, sans doute, par rapport à la réflexion que je voulais vous apporter.
Mais la personne, on se met d'accord avec elle sur ce qu'on va faire. Donc, si j'ai fait une séance d'hypno-relaxation, c'est que je l'ai proposé à mon consultant et qu'il était d'accord. Maintenant, comment lui il vit la séance d'hypno-relaxation, ça ne m'appartient pas. Moi, je ne peux pas savoir. Je fais ce qui est en mon pouvoir pour installer un climat propice à l'accompagnement. On en parlera tout à l'heure. Mais comment il le vit, ça le concerne. Et je pense qu'on a grand intérêt à démystifier à quoi sert une séance d'hypnose, dans quel état ça nous met et qu'est-ce qu'on peut y gagner. Parce qu'il y a des gens qui posent des attentes, ils croient qu'ils vont faire une séance, ils vont ressortir de là, ah bah c'est plus les mêmes personnes, ils sont transformés à vie. Ben, alors, il y en a qui tiennent ce genre de discours, mais moi, je ne crois pas à ça, et tellement pas que je le dis d'emblée. Moi, je ne travaille pas comme ça, ce n'est pas mon but. Donc, enfin, je veux dire, la séance d'hypno-relaxation, c'était quoi sa plainte? C'est qu'elle n'arrivait pas à lâcher pour partir. Bah, ok, bah alors dans ce cas-là, ça veut dire que sur une prochaine séance, que je vous propose de muscler cette capacité à lâcher. Et surtout, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de lâcher? Quelle est la... Parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Donc, comme elle n'arrive pas à dormir à cause de sa maladie et qu'elle est venue me voir pour que je lui règle le problème de sa maladie, mais moi, comme je lui ai expliqué d'entrée de jeu, je n'ai pas de baguette magique, maladie orpheline. Mais par contre, derrière, il y a énormément de choses. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a plein de choses. Tu fais pour le stress dans ce cas. Oui, mais elle, sa demande, je crois qu'elle l'a dit au moins 1000 fois, c'est dormir. Oui, mais pour ce qui l'empêche de dormir, c'est bien C'est le stress. Je stresse, à tout à lâcher. fait. Tout à fait, mais elle est bloquée. C'est vraiment quelqu'un de très bloqué et qui accuse, je crois, la terre entière de tous ces maux. J'ai fait fort. Propose le lâcher prise comme, enfin voilà, qui se travaille dans une séance d'hypno-relaxation qui va lui permettre de mieux dormir. Tu vois, en le remettant comme ça, voilà, et petit à petit, bah, qu'elle puisse redescendre, lâcher, recadrer. Enfin là, après, voilà, on est dans une étude de cas, on rentre pas, c'est pas le propos d'aujourd'hui. On peut pas faire dans le détail là. Et puis bah, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on fait du suivi de pratique avec des stagiaires, ils me racontent leur cas comme ça, dans le détail, etc. Et je les accompagne à bah, poser un peu tout ça et à voir dans quelle direction ils peuvent aller. Mais dans Clarté, ce qui est bien, mais dans Intuition aussi d'ailleurs, enfin dans les formations, c'est qu'on le fait en direct, le travail entre nous. Et donc, il n'y a pas ce problème de je n'ai pas toutes les infos. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout en direct, tout est là. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire des liens, de montrer, bah, tu vois, là, il y a eu ça, ça a été dit ça s'est passé comme ça. Voilà ce qu'on peut proposer. Parce qu'on le fait en direct entre nous. C'est beaucoup plus efficace. Aïcha? Ah, dans tout ça, dans tout ça, j'ai oublié ce que je devais vous dire. Ah, Ben, moi, je pratique depuis que j'ai eu mon assertif, même un peu avant. On en avait déjà parlé avec toi, Stéphanie. Donc, effectivement, l'hypnose pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur l'hypnose parce qu'on croit que c'est des choses de spectacle, qu'elles vont tomber, qu'elles vont. Donc, effectivement, moi, la première fois que je reçois la cliente, déjà, je mets ça en place en disant attention, c'est thérapeutique, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. J'ai eu aussi des cas comme les personnes qui sont intervenues sur le fait qu'en fait, la cliente, elle veut du résultat tout de suite maintenant. J'ai appris avec plusieurs séances en leur disant attention, moi, je ne vais pas faire de miracle. C'est plusieurs séances. Quand vous allez chez le psychologue, vous faites peut-être 2 ans ou 10 ans de psychologue. Et des fois, ce n'est pas chose forcément acquise tout de suite. Vous n'avez pas un résultat tout de suite. Et ben, moi, je vous propose déjà, on fait un petit premier travail sur un point. On fait 5 séances et on voit ce que ça donne. Et puis, en général, je leur laisse mon numéro de téléphone. Ils me laissent un petit peu ce qui se passe et tout ça. Et quand j'ai fini ma séance, je leur dis, est-ce que vous avez confiance en moi? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Si je vois qu'il y a un couac, je leur dis de réfléchir avant de revenir vers moi. Et je les laisse m'appeler pour prendre rendez-vous.
parce que je voulais pas justement. Et au début, je voulais, comme tu as dit si bien, je voulais sauver tout le monde, mais en fait, non. J'ai vite arrêté ça et je les laisse prendre leurs propres décisions. Leur chemin de guérison leur appartient et il y en a qui vont vous faire tous les remarques impossibles et imaginables sur vous, alors que c'est elles qui ne sont pas encore prêtes à travailler sur elles, ces personnes-là. Donc, bah, ça fait quand même maintenant 1 an et demi que je travaille là-dessus. Et maintenant, j'ai appris à quand même à lâcher prise sur ça et sur les remarques. Et le fait que je les laisse prendre elles-mêmes le téléphone pour m'appeler et me dire, voilà, on va prendre une deuxième séance ou une troisième séance ou une quatrième séance. Et je me trouve plus à l'aise avec ça. Après, ça ne, voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, j'ai trouvé ça. Le hic, c'est que je trouve que c'est pas un travail qu'on peut faire on peut pas faire que ça. On est obligé d'avoir un travail à côté pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ça, c'est une belle croyance. Il y a plein de gens qui vivent de l'hypnose, exclusivement de l'hypnose, qui te C'est diront vrai? ah ben bien sûr. Par contre, si je suis convaincue que je ne peux pas vivre que de ça, je ne vivrai pas que de ça. Ça, c'est tout à fait Parce que logique. moi, c'est en plus un constat que je remarque, parce que moi, que ce soit la naturopathie, par exemple, moi, j'ai fait aussi de la naturopathie, du reiki, de l'hypnose, de la réflexologie et tout ça. Et en fait, quand bah, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont repris un boulot, parce que après, c'est pas une généralité, bien sûr, mais moi, pour moi, en tout cas, c'est pas, j'ai trouvé, et pourtant, moi, j'ai un institut de beauté, je fais ça tout le temps. Il faut être toujours sur les réseaux sociaux. Il faut en fait tout le temps être sur les réseaux sociaux pour avoir des clients tout le temps, quoi. Et moi, je me vois mal aller sur les réseaux sociaux tous les jours, quoi. Alors, ça marche beaucoup, les réseaux sociaux, mais pas que. Il y a des gens qui font des partenariats, qui ont des réseaux, des personnes qui se mettent dans des maisons partagées de bien-être. Là, ça marche super bien parce que du coup, vous êtes d'un coup visible. Donc là, il y a plein de moyens de se développer. Ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais par contre, si je pense que je ne peux pas vivre de mon activité, je n'en vivrai pas. C'est sûr, parce que vous savez que le biais de confirmation fait qu'on ne voit que ce à quoi on croit. Vous allez avoir des preuves sans cesse que ça se passe comme ça. J'ai pas dit que qu'on devait ne vivre que de ça. Et, enfin, je veux dire, moi, j'ai cumulé mon boulot de prof avec ça pendant 7 ans avant de lâcher complètement mon boulot de prof. Donc, il y a des gens qui, toute leur vie, vont garder un mi-temps dans une activité salariée et un mi-temps dans autre chose. Il y a pas de... Enfin, c'est chacun son modèle. Mais à partir du moment où on pense qu'on peut vivre de son activité, on va être aussi dans une ouverture à ça et dans les actions qui vont nous permettre d'aller vers ça. Après, par rapport à ce que tu disais au début, ce qu'on dit aux personnes, ce qu'on vibre, enfin, peut-être, on peut remarquer qu'on attire beaucoup de victimes. Bah, ça peut être un signe qu'on est beaucoup sauveurs. Enfin, vous voyez? Et que du coup, dans comment on présente son activité, quel discours on tient au premier rendez-vous, même au téléphone, hein, mais ensuite, comment on expose les choses, les mots qu'on utilise, les gestes professionnels qu'on a, c'est tout ça qui va faire clairement ressentir quel type d'accompagnant vous êtes. Et après, ceux avec qui vous allez rentrer en résonance vont venir à vous. C'est pour ça que on ne peut, pour moi, on ne peut pas faire l'économie de clarifier quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on fait et à partir de quelle posture et qu'est-ce qu'on se propose de faire. À mon sens, enfin, c'est pour ça que clarté commence là-dessus. Ça s'appelle clarté, c'est pas pour rien. C'est que d'un coup, on va avoir une clarification nous-mêmes de ce qu'on fait. Parce que pour la plupart, au début, on ne sait pas ce qu'on fait. Je fais de l'hypnose. Ouais, mais non, en fait, c'est pas ça. Enfin, la réalité, c'est qu'on ne se définit pas par l'outil qu'on utilise. Et le problème, c'est que beaucoup d'accompagnants disent leurs outils. Mais en réalité, vos outils, vous les maîtrisez. Ou alors, vous allez reprendre votre formation sur 2-3 jours et c'est bon. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que vous évoquez là. Quand vous avez quelqu'un qui vient et qu'il faut accompagner de manière globale, ah, qu'est-ce que je fais, par où je vais, comment je me comporte, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que je propose ou pas. Voilà, c'est ça le vrai problème.
En tout cas, moi, je n'ai aucun souci sur l'accompagnement parce que mes clientes reviennent, elles sont super contentes pour ça. Pour le coup, j'ai de la chance. Après, j'utilise pas forcément tout le temps des métaphores. J'utilise beaucoup de suggestions et sur certaines personnes, ça marche très bien. Voilà, on peut faire des petites métaphores parce que sinon, ça vous prend une journée pour faire des métaphores chaque fois. Moi, je fais beaucoup de suggestions, des petites, mais vraiment mini métaphores pour accompagner la personne et la ramener vers le changement, mais ça marche très très bien. J'ai pas, si tu veux, c'est simplement, je voulais voilà, vraiment avoir la confirmation sur le fait que, est-ce que toi, depuis ma formation, est-ce que tu as eu des personnes qui se sont installées? Est-ce que ça. Parce que moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est pas. Alors que moi, je dis bien, hein, je suis hypnothérapeute, j'accompagne les gens à pas aller mieux, pas. Je dis, j'accompagne les gens au changement. C'est ma devise, moi. J'accompagne les gens au changement, à s'élever. Je ne dis pas, effectivement, au début, moi, je me retrouvais pas parce que moi, j'étais pas bien du tout. Au début, je me disais, mince, je suis pas je récupérais que des cassos, quoi, entre parenthèses. Mais moi, non, je peux pas. Je pouvais, franchement, je pouvais pas. C'était pas ma mission, entre parenthèses. C'était pas ce que je recherchais. Bah, si tu as clarifié ta mission, bah, super. Et après, est-ce qu'on peut vivre que de ça? Oui. Après, moi, je suis beaucoup en contact là avec beaucoup de personnes qui commencent. Donc, il n'y a pas le recul d'eux. Mais j'en connais qui vivent de ça très bien. D'accord? Ok. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Enfin, c'est tous des gens qui pratiquent des tarifs élevés, ceux qui s'en sortent. Et oui, parce que quand on pratique des prix de fourchette basse, eh ben, on vit bas. Parce que dans nos métiers où on a les charges d'entreprise, etc., bah, si on veut des congés et qu'on veut, voilà, je te parle de personnes qui vivent enfin, avec un revenu qui leur convient et qui ont aussi une vie où ils peuvent prendre des vacances. Parce que voilà, faut décompter ça. Et ben, ceux que j'ai en tête qui vivent d'activités comme les nôtres sont des gens qui pratiquent des tarifs élevés. Je n'en connais pas qui font des petits prix. Ça n'est, enfin, voilà. On peut pas faire autrement. Dans notre boulot, on peut pas faire autrement. Toi, excuse-moi, toi, une séance, c'est combien pour toi? Ça dépend de la durée. Jusqu'à 1h30, c'est 70 euros. Jusqu'à 2 heures, c'est 80. Et c'est pas cher. Ah bah non, moi je fais 1 heure, c'est 80 et 1 heure et demie, 100 euros. Voilà. Et toi, tu es sur. Après, moi, j'habite Angoulême, moi. Je suis Ah pas oui, sur, oui. je suis pas sur Paris. Mais pour des gens, quand je dis 80 euros, ah, ils trouvent ça énorme. Oui, sauf que c'est 40 euros de l'heure brut. Ça veut dire que moi, ce que je mets dans la poche, je peux enlever mes 25%. Et même plus, parce que j'ai besoin d'outils, de machin. Si c'est un massage, c'est chauffage à 25 degrés. Vous avez vu que le prix de l'électricité aujourd'hui, enfin voilà, les lessives, machin, nan. Donc, je suis pas chère et mes tarifs ne font que augmenter depuis le début de mon activité. Je n'ai pas commencé à ces prix-là, mais ça va, je vais être obligée parce qu'en fait, sinon, je ne peux pas vivre. Donc, il va bien falloir à un moment donné que ça passe par une augmentation. Alors, peut-être ça sera 5 euros de plus, voilà, je vais mettre en place d'autres choses. Mais je le redis, les personnes qui vivent normalement de cette activité sont des personnes qui pratiquent des séances. Moi, ce que j'ai vu autour, là, c'est 90 euros la séance. Pour vous donner un ordre d'idée. Ou alors après, vous pouvez faire des choix d'avoir plein de gens sur des séances courtes. Mais après, ça dépend comment on veut travailler. Moi, je sais que je ne peux pas avoir beaucoup de clients dans la journée parce que sinon, ça me fatigue. Enfin, je peux me sentir ouais, en fatigue, je ne sais pas comment le dire autrement, massage, séance avec hypnose, Il y a des énergies, hein. en cumul, enfin voilà, cumuler. Bah, il peut y avoir un sentiment de fatigue. Et puis de toute façon, moi, je ne fais pas que ça, parce que tout ce que je fais avec vous, bah, ça me prend, en ce moment, c'est ce qui me prend le plus de temps, en fait, clair, puisque je mets mon énergie sur cette activité-là. Mais oui, c'est possible d'en vivre. Après, il faut voir ce qu'on met en place pour pouvoir en vivre. Jean-Pierre, oui. Oui, pardon.
Euh, oui, juste avant de partager ce que je voulais partager, pour rebondir sur ce que Sandra et Eric ont dit, et si tu le veux bien, j'ai écouté il y a quelques mois un audio sur YouTube d'une praticienne qui avait fait une étude à sa manière sur avec des malades en fibromyalgie, malades de fibromyalgie, et elle avait testé différents protocoles et elle faisait une restitution du travail qui avait été fait avec ces protocoles. Donc, si je devrais pouvoir la vidéo, je propose de la partager sur le groupe si tu es OK, Fanny. Et il y avait un truc intéressant dans ce qu'elle disait, c'était que la plupart de ces consultants avaient ressenti une moindre douleur, quels que soient les protocoles utilisés, mais c'était intéressant de voir comment elle avait appliqué différents protocoles. Mais elle avait parlé d'une petite tranche, c'était moins de 10% de ces consultants qui, eux, n'avaient pas évolué du tout. Et elle s'était rendue compte, elle estimait qu'ils avaient besoin de leur maladie pour exister. Ils s'étaient identifiés à leur corps de souffrance, dont parle beaucoup Eckhart Tolle dans le pouvoir du moment présent. Et elle estimait qu'ils n'avaient pas fait l'effort. Éventuellement, même, ils avaient abandonné sa proposition, qui en plus était je pense que c'était gratuit parce que c'était une étude, enfin c'était donnant dans l'étude, mais finalement avoir cette maladie, c'était une façon d'attirer les regards des gens. Il y avait un défaut d'estime de soi, une non-compréhension de ce défaut d'amour de soi, d'estime de soi, et donc besoin de susciter l'attention des autres par la maladie. Et forcément, j'imagine bien que c'est la peau de banane pour un thérapeute d'avoir des consultants comme ça, parce qu'ils vont aussi nous challenger énormément, éventuellement même nous accuser de pas évoluer parce qu'on n'a pas le bon accompagnement. Et du coup, j'imagine que ça nous challenge dans la nécessité de faire la part des choses. Et notamment, tu parlais accord Toltec, effectivement, ça n'est pas personnel. Chacun vit ce qu'il a à vivre, et c'est pas, on n'est peut-être pas toujours capable de tirer des conclusions, les bonnes les conclusions. Il y a des choses qui peuvent nous échapper. On ne sait pas forcément toujours pourquoi le consultant n'évolue pas, mais c'est pas forcément de notre faute. C'est lui, et on ne sait d'ailleurs pas dans quelle mesure il va finalement faire un travail utile malgré l'échec d'un accompagnement. Il y a peut-être une graine qui est semée. Voilà, je proposais de partager ça. Et dans ce que tu évoquais, notamment le questionnement, je trouve qu'on est, alors moi aussi, enfin, l'attraction, c'est quelque chose qui me parle énormément, mais même sans parler de loi d'attraction, c'est la foi en soi qui permet de nous mettre dans les situations qui vont générer une réussite qu'on attend. Si on doute de soi, eh ben, on donne du pouvoir à ces doutes. Il y a un petit dicton qui dit si tu doutes de ton pouvoir, si tu doutes de ton pouvoir, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Et en fait, on crée notre réalité de par ce qu'on pense de la situation, de par ce qu'on pense de soi. Est-ce que je suis légitime ou pas? Il y a quelque chose que j'ai envie de dire, c'est humain de douter de soi, surtout quand on rentre sur une nouvelle pratique, on change nos habitudes, donc forcément l'ego il se met à fonctionner comme le hamster dans sa roue, et je crois qu'on peut jouer à tromper le cerveau sur la base de l'imagination. Vous savez, on dit que le cerveau ne sait pas faire la différence entre réalité et fiction, réalité et imagination. Et je trouve que ça peut être une approche assez intéressante de se dire, OK, j'ai des doutes, OK, j'ai des questionnements parce que c'est nouveau, ça fait peur, l'ego, il n'aime pas le changement. Eh bien, se dire, je vais jouer à être certain que je vais réussir. Alors, je dis ça, je le vis dans ma pratique. Enfin, ma pratique, pour l'instant, ça a été surtout des accompagnements
gratuits dans le cadre de formation. Je m'installe à partir de janvier, donc je joue à me dire que je vais réussir. Et ça m'évite déjà tout simplement de me polluer avec des doutes inutiles, parce que les questionnements, ils sont souvent de l'ordre du mental. Il y a deux types de questionnements. Tu évoquais les questionnements. Je pense qu'il faut bien identifier quel type de questionnement on a. Parce que le défaut de foi en soi, c'est souvent quelque chose de l'ordre du mental. Donc, si le questionnement, il vient justement remettre en question nos appréhensions, il est utile. Je dirais qu'il vient de soi, il vient du plus profond de soi. Si en revanche, il est là pour alimenter des appréhensions et de l'illégitimité, ben, je pense qu'il faut oser laisser les questionnements et justement pas trop se poser de questions et rester dans l'instant présent. Parce que on imagine toujours plein de situations dans le futur ou dans ce qui va peut-être pas bien se passer, mais au final, il n'y a que le jour où on est en situation qu'on voit qu'on est en mesure de gérer la situation. Et bien souvent, on est capable de gérer quelles que soient les circonstances. Tout ce qu'on a trop questionné avant, bah, c'est plutôt du parasitage. C'est sûr. Si vous voulez bien, je vais enchaîner pour vous partager justement les points dont je vous parlais tout à l'heure. Je voulais partager avec vous à ce sujet-là. Oui, on peut avoir différentes sources, causes de ce manque de confiance. Il peut y avoir des blessures qui sont d'ordre personnel, qui nous appartiennent. Ce manque de confiance, on va le retrouver, quel que soit notre métier, quel que soit le domaine de notre vie. Voilà. Donc là, bah, ça implique forcément chacun avec soi d'aller faire un petit travail sur lui. OK. Mais le truc, c'est que, surtout en plus, quand on est quelqu'un qui va avoir cette tendance à se sentir pas très confiant ou vivre le syndrome de l'imposteur, on ne fait plus la différence entre ce manque de confiance-là qui va être en fait un symptôme de quelque chose qui nous manque véritablement dans le professionnel. Ce qui est assez incroyable, à mes yeux, quand je regarde mon parcours, c'est que de prof d'espagnol à ce que je fais aujourd'hui, bon, certains ne voient pas trop le rapport. Simplement, moi, j'en vois un énorme de rapport. C'est que quand j'ai passé mon concours il y a 23 ans maintenant, 24 ans, le concours portait exclusivement, sauf à 3%, on va dire, sur de l'espagnol, de la traduction, de la version, de la linguistique, des études littéraires, voilà, et de l'histoire de la géographie, tout ce qui avait à voir avec l'espagnol, pur et dur, voilà, cette matière-là. Il n'y avait pas de pédagogie dans le cursus. Donc, on ressort de là avec un concours qui, en fait, atteste qu'on a un certain niveau en espagnol. Et puis, en septembre, paf, on nous met dans une classe. Hola, qu'est-ce que Ok, bah voilà. Alors, c'est bien, je sais faire des analyses de bouquins, de machin, mais par contre, je ne sais pas mener une classe. Je ne sais pas comment m'y prendre avec des élèves. Je ne sais pas ce que c'est vraiment qu'enseigner, finalement. Je ne connais rien à ce métier. Et en fait, il s'est trouvé que je me suis remise moi-même dans la même situation quand je me suis installée en tant qu'accompagnante par l'hypnose. Pourquoi? Parce qu'on m'avait aussi appris des techniques, mais par contre, accompagner en général, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Donc, je ne savais pas faire non plus. Je me suis retrouvée dans la même situation, de manquer de cadre général, de choses, de réflexion sur la posture. Moi, je ne savais pas quelle posture adopter en tant que prof. Et au début, dans ce nouveau métier, c'était pareil. Parce que souvent, les formations n'incluent pas ça. Pourquoi? Parce qu'elles dureraient, mais je ne sais combien de temps. Parce que vous vous doutez bien que de rajouter des blocs entiers sur ce que c'est qu'accompagner, ça ne peut pas se faire qu'en petits blocs tout petits de quelques heures. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est du bla 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 bla. Peut-être certains vont en retirer des choses, mais ça ne reste que du blabla, que de la théorie. Et vous n'avez pas d'application pratique. Et c'est
l'aller-retour entre cette théorie sur ce qu'est accompagner, ce qu'est une posture et comment ça se passe vraiment dans mes séances, c'est cet aller-retour-là qui va nous permettre de prendre et d'assumer de plus en plus notre rôle d'accompagnant. Quand j'étais prof, c'est pareil, je voulais que tous les élèves progressent, que tous les élèves soient hyper motivés, que tous les élèves, voilà. Et puis, au bout de 10 ans, 15 ans, j'ai un parcours de 22 ans, donc j'ai un petit peu différentes phases, hein, voilà, dans la pratique. Mais il y a un moment donné, j'ai fini par calculer que j'avais un taux de perte de 2%. C'était mon taux de perte. C'est-à-dire que je savais que dans chaque classe, j'avais 2% des élèves qui n'adhéreraient pas. Et le jour de la rentrée, alors on parlait, Eric parlait tout à l'heure, le petit trac avant les séances. Moi, pendant 22 ans, j'ai eu le trac au moment de la rentrée. Ça m'a jamais quitté parce que je ne connais pas les élèves. Voilà, ça, c'est toujours resté, c'est pas un souci. J'arrive en classe et je ne savais pas quels étaient ces 2%. Alors, en général, je finissais par très vite le comprendre, qui allaient être ces fameux élèves. Et j'ai fini par lâcher sur cette croyance que j'allais, vous voyez, comme dans les films, sur l'enseignement, là, on a le super prof, et puis d'un coup, il mobilise toute la classe, tout le monde est tellement, ils adorent, c'est trop beau et tout. Bah voilà, bah non, en fait, ça n'est jamais arrivé, hein, de faire une chose comme ça. Donc, il y avait un pourcentage de perte. Et ben, avec les consultants, et ben, c'est pareil, il y a un petit pourcentage de gens pas contents. Il y a des gens, ils seront jamais contents. Ah, mais ça, je l'ai découvert dans mon travail en sous-traitance avec la CDP. Il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites. Vous pouvez faire donner le petit doigt, le poignet, là, jamais. Et au contraire, plus vous allez donner, plus vous vouloir prendre. Donc, à un moment donné, quand on commence à comprendre ça, eh ben, on s'installe dans une autre posture. Par exemple, moi, je vais te donner ça parce que j'estime que c'est juste et que c'est ce que je peux te donner. Maintenant, si toi, tu veux plus, eh bien, c'est pas avec moi qu'il va falloir travailler, parce que ça va pas pouvoir le faire, en fait. Vous voyez le truc? On va s'installer dans sa posture. Ce que je remarque des personnes qui font appel à moi pour du suivi de pratique, etc., et qui se disent « je sais pas quoi faire dans la séance, etc. » Oui, ça prend cette forme concrète de « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel protocole utiliser, je ne sais pas ce que je vais proposer en séance, mais pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, il n'y a pas de démarche globale. À partir du moment où vous êtes calé dans votre démarche globale, vous allez voir que les séances, moi, je me suis mise à inventer, c'est un grand mot, alors je ne sais pas comment le dire autrement, à utiliser voilà, des choses qui me venaient comme ça. De la même manière qu'en classe, je finissais par faire des exercices au pied levé, comme ça, qui surgissaient. Pourquoi? Parce que j'étais en lien avec les élèves et que j'étais en mesure de faire ça. Dans l'accompagnement, c'est la même chose. Une chose hyper importante, je ne sais pas trop si je vais dire les choses dans un ordre cohérent ou pas, je les dis comme ça vient, vous me pardonnerez, vous remettrez ça dans l'ordre. Le problème pour nous, et en particulier en hypnose, mais pour beaucoup d'accompagnants, c'est ce putain de résultat. Et c'est, je me sens sur ce résultat. Alors qu'en fait, quand on fait ça, je vois pas comment on peut se sentir en confiance, parce que, tu le disais Jean-Pierre tout à l'heure, on se centre sur ce qui n'est pas de notre, qui ne relève pas de notre pouvoir en fait. C'est-à-dire que là, on est quelque part en train d'empiéter sur le territoire du consultant qui a 50% de son rôle à jouer et on ne le laisse pas faire. Et en ce faisant, eh ben, on n'a pas l'impression qu'on a un sauveur, mais ça, c'est être sauveur. Parce que c'est empêcher l'autre de prendre son autonomie. Quand je me centre sur le résultat, je me focalise sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de mon pouvoir. Je peux accompagner le consultant dans son arrêt du tabac, mais ce n'est pas moi qui vais lui enlever la clope du bec. Ce n'est pas moi qui vais faire ça. Et ça, alors bien sûr, on l'entend tous intellectuellement. Et le problème, c'est qu'au début, on dit « ah bah oui, bien sûr, on n'est pas des sauveurs, hein, on est tous d'accord avec ça, on est bien d'accord ». Sauf qu'en fait, ce n'est pas intégré en nous. Parce que si quelqu'un vous dit « ah ouais, moi j'ai repris à fumer, quand même, ton truc, c'est pas top », eh ben, combien parmi nous vont rester calmes en fait? Combien vont pas, enfin, rester calmes dans le sens,
vont rester, vont pas se dire: «Ah merde et tout, ça a pas marché, pour aboutir à je suis nulle, je vais démissionner, je peux pas faire ce boulot, je suis une grosse merde». Et on va beaucoup être impacté, beaucoup, 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 parce qu'on a beau le comprendre intellectuellement, l'intégration, elle est pas encore là. Mais en tout cas, pour aider à intégrer, avoir ça en tête, c'est hyper important. Une chose qui m'a énormément aidée, moi, à lâcher sur, la prise de pouvoir sur l'autre, c'est pas en séance que je l'ai vu, c'est avec ma fille, ma 2e. En fait, je me suis dit: «Mais là, en faisant à sa place, en te disant, c'est un truc très concret de se lever le matin toute seule, en fait, à se lever, elle avait choisi d'aller dans un collège de centre-ville pour faire du violon, qu'elle joue plus maintenant d'ailleurs, mais bon. Il fallait se lever à pas d'heure, la nuit, pour moi, c'est la nuit, quoi, et elle allait prendre le bus, ça durait des heures. Bon, en fait, elle est pas trop allée en bus, mais en tout cas, il fallait qu'elle se lève hyper tôt, et moi, psychologiquement, j'étais trop bloquée. J'ai dit: «Non, mais moi, je vais pas survivre une année à se lever à cette heure-là le matin, comment je vais faire?» Et en fait, on me disait: «Bah, tu qu'à pas te lever». Oh, me pas lever matin, mais franchement, quelle mère indigne qui laisse son enfant de 11 ans se lever toute seule la nuit. Bah, non, je peux pas faire ça. Donc j'étais partagée entre, la vision de la mère idéale et la vision de, bah, je peux pas en fait. Moi, c'est pas mon rythme, j'ai pas envie de faire ça et c'est son choix. Donc et puis à un moment, j'ai compris, j'étais accompagnée à ce moment-là, que en fait, en faisant ça, je considérais ma fille comme un être humain parfaitement incapable de foutre son réveil à l'heure, de se lever, à une heure, alors qu'elle avait décidé d'aller, au collège. C'est elle, c'était son choix. Et là, je me suis dit: «Ah putain, ouais, je la prive de son autonomie». Ah bah, ça a été radical. Je me suis pas levée de toute l'année. Non, je rigole. Non, en fait, je me suis levée beaucoup plus que ce que j'imaginais, parce que je me suis réveillée de manière naturelle et que ça a été OK pour moi. Mais dans l'histoire, ça m'a aidée pour tout. C'est-à-dire qu'avec les consultants, c'est pareil. Quand je déborde ou quand je mets le résultat, vraiment là, que je suis focalisée dessus, que j'attends ce résultat, que je prends, je mets mon attention sur une partie qui ne m'appartient pas, et cette partie, elle appartient au consultant. Donc ça, vraiment avoir ça en tête, je prive de son autonomie quelqu'un, hein, en voulant trop, prendre du pouvoir quelque part, ça m'a vraiment aidé à recadrer cette histoire de posture. Et en même temps, si on considère qu'on a du pouvoir sur le résultat négatif, c'est-à-dire: «Ah, c'est de ma faute si la personne n'a pas réussi A», par exemple, ou «Je n'ai pas réussi à aider la personne à atteindre son objectif», eh bien, ça implique alors que l'on considère aussi que c'est grâce à nous que quelqu'un va obtenir des résultats. Et là, mmh, dans la posture, bah, c'est pareil, il y a un beau sauveur derrière. Est-ce que vous considérez que les personnes, elles évoluent grâce à vous? C'est vraiment vous? Ou est-ce que vous considérez que vos consultants, sont capables de mobiliser leurs ressources, par l'accompagnement et d'atteindre eux-mêmes leurs objectifs? Comment vous vous situez? Vous voyez le truc? Si on considère, je le redis, si on considère qu'on a du pouvoir dans l'échec, je dis parce que les replays, il y a pas d'image, je mets des guillemets, dans l'échec, parce que pour moi, il y a jamais d'échec, pour atteindre un objectif, alors ça implique aussi qu'on considère qu'on a du pouvoir dans la réussite de nos consultants. Vous voyez que parler de résultats, c'est un terrain très, 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 très glissant, très savonneux. Ah, quelqu'un parlait de peau de banane. Et ben voilà, c'est la peau de banane. Donc moi, le résultat, je m'en sers pour donner une piste, pour que nous cheminions ensemble avec le consultant, ok, et après je le lâche, je l'abandonne, je m'en fiche que les gens, alors je caricature, mais j'y vais, je ne m'occupe plus du résultat. Ce n'est pas ma mission. À partir de là, je vais me concentrer sur ce qui est dans mon seul pouvoir en tant qu'accompagnante. Ce que je fais moi, c'est le processus que je propose dans mon accompagnement. Ça, c'est mon pouvoir. Je vais me concentrer sur le processus de cet accompagnement. Sur quoi il repose, sur quels axes je m'appuie, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, vers où j'amène la personne, est-ce que je vais... Toutes ces questions, hein, qu'on s'est beaucoup posées dans Clarté, c'est ça mon travail.
C'est m'auto-évaluer en permanence dans ma posture. C'est remarquer, mais bon, quand on fait ça, ça veut dire qu'on a identifié sa posture, ça commence par ça. Qu'est-ce que je mets en place pour être dans mon rôle? Je me rappelle que quand j'étais prof d'espagnol, je suis allée dans le cours d'une collègue. Ça s'appelait de la co-intervention. Donc, j'avais vu ses cours sur photocopie et moi, j'étais là. Ah, mais c'est trop bien ce qu'elle fait. Non, mais alors vraiment, mais moi, mais après toutes ces années d'expérience, je suis encore à faire des trucs. Non, vraiment, ce qu'elle propose, c'est trop bien. Voilà, c'est ça que je veux faire. C'est clair, c'est épuré, c'est aller à l'essentiel. Moi, j'ai le cerveau qui part dans tous les détails sans arrêt, c'est insupportable. Donc, je me fais du recadrage. À l'époque, avec un brin de quand même, t'es vraiment une bip, hein. Enfin, voilà, il y avait toujours ce petit truc très gentil que je me glissais gentiment. Et puis, je vais dans son cours. Et là, je tombe sur les fesses, parce que le cours merveilleux, magnifique, chiadé, tout ce que vous voulez, ah, mais il n'y a que 2 élèves qui écoutent, en fait. Ils discutent entre eux. Ah, d'accord, c'est comme ça dans la classe. Voilà, les cours étaient comme ça. Elle faisait cours pour 2 personnes. Tous les autres ne foutaient rien, n'écoutaient pas, faisaient autre chose. Donc, moi, je me suis dit, attends, réunion avec moi-même, ok. Est-ce que l'important, c'est le petit cours bien propre, ou c'est le processus d'enseignement? C'est quoi enseigner? C'est comment j'embarque ma classe? Comment je fais pour répondre aux besoins de chaque élève? Il y a les bons, les moyens, les très faibles. Comment je fais pour embarquer tout le monde et pour répondre aux besoins de tout le monde? C'est quoi le plus important? Eh bien, c'est pareil en hypnose. On cherche tous le protocole de ouf qu'on va utiliser. Non, mais là, vraiment, puis on va regarder les gens les plus connus, parce qu'ils sont forcément les plus talentueux, et on va prendre le protocole, on est trop content, on fait le protocole et tout. Mais on s'en fout du protocole. Mais on n'en a rien à fiche. C'est pas ça qui compte. Repensez à cette classe où il y a 2 élèves qui écoutent. Enfin, je veux dire, le plus beau des cours n'est écouté par personne. Donc, à quoi ça sert? Vous voyez le truc? Tout repose sur la posture et sur la relation thérapeutique. L'outil, on s'en fout. Il y en a qui font de l'hypnose, il y en a qui font du reiki, du massage. On s'en contrebalance. Quel est votre outil? Bien sûr, on choisit son outil parce qu'on a une fibre par rapport à cet outil qui nous semble répondre à certains besoins. On aime bien, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la relation thérapeutique. Et le manque de confiance est un symptôme de quoi? Est un symptôme de je ne sais pas sur quoi repose cette relation thérapeutique. J'en sais rien, j'ai jamais expérimenté et on m'a pas donné de cadre pour tester, pour m'inscrire dedans, donc c'est le flou artistique total. Comment on peut se sentir en sécurité quand on exerce comme ça? Et comment nous, dans une telle insécurité de cadre d'exercice, on va transpirer la sécurité pour attirer les gens? Imaginez-vous que pour un accompagnement qui est quand même quelque chose qui nous invite à aller toucher parfois des choses très compliquées de nous-mêmes, on a besoin de sentir une solidité chez l'accompagnant. On a besoin de sentir une solidité. Attention, l'accompagnant reste humain, mais je veux dire, on a besoin de sentir qu'il y a une sécurité. Voilà. S'il y a quelque chose qui se présente, elle saura faire face. C'est hyper important ça, et ça transpire de nous en fait. On a beau, on peut vouloir faire semblant, machin, c'est la base. Donc, si nous-mêmes, on n'est pas en sécurité dans ce qu'on fait, parce qu'on ne sait pas donner un cadre, on ne va pas pouvoir, ce cadre, s'il n'est pas clair pour nous, comment pouvoir le proposer à l'autre? Tout le monde est dans un flou artistique, pas possible. Et nos gestes professionnels, comment on va se présenter, ce qu'on va dire dans notre pratique, ce qu'on va mettre en place, le type de séance qu'on va faire. Par exemple, dans Clarté, il n'y a jamais de séance préparée à l'avance, pas même un schéma dans la tête, jamais. Ça va à contre-courant de ce qu'on s'est posé comme objectif dans Clarté. Parce qu'on s'est dit que c'était hyper important de s'adapter à la personne au moment M. Je ne peux pas préparer une séance à l'avance et être adaptée au moment M. Si je les prépare à l'avance, je suis formatée dans ma tête sur je vais dire ça, je vais faire ça, il faut mettre ça. Non, on cherche l'ouverture la plus totale. Donc voilà, donc tous les gestes professionnels, votre cadre, il découle d'une posture que vous avez choisie, des ingrédients que vous avez choisi de mettre dans la posture.
Ça part d'une théorie, mais ça s'inscrit dans une pratique. Pourquoi? Parce que le cadre, il est très solide et en même temps, il est aussi très souple. Pourquoi? Parce que d'accompagnement en accompagnement, les choses bougent, sont jamais les mêmes, on en apprend toujours. Donc, c'est à la fois se sentir en sécurité, nous, dans ce qu'on fait, et donner cette sécurité à l'autre, que le consultant soit vraiment dans ce climat qui favorise ce qu'il veut faire. Voilà. Et en même temps, suffisamment souple pour pouvoir nous adapter à ce qui se présente. Et du coup, dans Clarté, je vous propose des axes de posture. Je vous dis, voilà, je vous dis, moi, c'est quoi? C'est quoi pour moi l'important? C'est quoi, enfin pour moi, je pense qu'il y a des choses qui sont partagées par tous. Hein, voilà, je reprends des choses qui sont faites, mais après, à chacun de se dire, est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que je suis OK avec ça ou pas? On parle des gestes professionnels et on va voir en pratique, quand on s'entraîne dans les ateliers, comment ça s'incarne en fait dans la pratique, là, ce blabla théorique, comment il s'incarne. Comment je fais vivre ça, comment je rentre là-dedans. En fait. Donc, je m'attache à mon processus, à ma mission. Et je vais, par exemple, je ne sais pas, ma mission première, pour moi, c'est la présence. Présence dans tous les sens du terme. Un consultant, je ne vais pas l'abandonner en cours de route. Je suis là. Après, s'il y a un problème dans un travail avec un consultant, on va en parler, on va poser les choses, mais je suis là, je suis présente. Je ne suis pas quelqu'un qui va t'abandonner. Je ne suis pas quelqu'un qui va te rejeter, comme tu as déjà vécu tes blessures. On va justement, la relation thérapeutique va permettre la réparation de ça. Donc moi, je suis là. Tu peux te sentir en sécurité dans le lien. Voilà, je suis présente. Et je suis présente dans les séances, dans le sens où je suis à l'écoute. Enfin, je vise ça. Alors après, rien n'est parfait, hein, bien sûr. On s'autorégule sans arrêt, mais qu'est-ce qui va faire que je vais être dans une vraie présence au moment des séances? Comment je vais m'entraîner à faire ça, muscler ça, voilà. Par exemple, ça fait partie des choses sur lesquelles la posture va reposer. L'écoute est fondamentale pour moi. Et on explique pourquoi dans Clarté, et on le voit en large et en travers, comment on fait l'écoute active, quels en sont les outils, et on va le pratiquer ensemble. On va le pratiquer parce que pareil, si on ne vit pas pour soi les bienfaits de ce qu'est une vraie écoute, se sentir vraiment écouté, si vraiment on n'a pas intégré ça dans le corps, hein, c'est-à-dire fait l'expérience de ça, on va avoir du mal à aller vers ça parce qu'on en sent, ou plus de mal parce qu'on en sentira moins les effets bénéfiques en fait. Donc ça, lâcher cette histoire de résultats pour revenir au processus. Une personne s'endort pendant les séances. Quel est ton objectif pour cette séance? Est-ce que tu as besoin d'un moment de bien-être? Est-ce que c'est ça que tu recherches? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, tu as envie qu'on voit cette histoire de réponse par rapport à une question que tu te poses? Qu'est-ce que tu... Parce que on ne lui dit pas, mais tu connais cette personne, tu sais qu'elle s'endort tout le temps. Donc, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment, vraiment d'aller voir la réponse. Ok, pour cette séance, ce que je te propose, c'est de rester assise. Peut-être même de la faire debout, en la soutenant, tu vois, pour éviter, voilà. Mais c'est de reposer, ce vers quoi veut la personne. Et puis, si elle considère qu'elle n'y arrive pas, comment nous, on peut amener un recadrage de la situation parce que, en fait, sur le chemin sur lequel elle veut aller, elle va rencontrer des obstacles, des embûches. Nous, on va juste, on va pas venir prendre le tronc d'arbre qui est sur le chemin pour l'enlever pour elle. Vas-y, je t'ai enlevé le tronc d'arbre, vas-y. Non, on va dire, qu'est-ce que c'est que ce tronc d'arbre? Qu'est-ce qu'il fait là? Tiens, ce tronc d'arbre, qu'est-ce que ça vous évoque quoi ce tronc d'arbre? Je sais pas, qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu auras envie peut-être, je sais pas, il y a une solution? Oui, peut-être je peux essayer de sauter. Ok, ça marche. Bon, on y va. Enfin, vous voyez, c'est toute une approche du coup qui est différente. Moi, je ne garantis jamais un résultat. Je garantis juste mon processus d'accompagnement. Je vous accompagne à dépasser
les blocages, les freins, voilà, que vous allez pouvoir rencontrer. On va aller explorer tout ça. Et puis, si la personne, quand une personne dit « j'ai pas réussi », t'as pas réussi, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas réussi à arrêter de fumer. Mais donc, tu t'as arrêté de vouloir arrêter de fumer alors. Parce que, je veux dire, tant qu'on continue à faire quelque chose, à aller vers l'atteinte d'un objectif, on n'a pas échoué. On se dit qu'on n'a pas réussi à atteindre le résultat quand on arrête l'accompagnement. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a que j'arrête l'accompagnement et je décide d'arrêter de venir vous voir. Donc vous décidez de ne plus arrêter de fumer. Ou en tout cas, pas tout de suite, pas avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut retourner les choses aussi comme ça. Bah, je sais pas combien de séances il faudra pour ça, on verra ensemble. Après, c'est le consultant qui va décider de continuer, de poursuivre le chemin ou pas, jusqu'où il a envie d'aller ou pas. Sa décision. Donc, quand il dit ça marche pas, bah, c'est parce qu'à un moment donné, il a décidé d'arrêter de vouloir atteindre enfin, en tout cas, d'aller vers cet objectif-là. Donc, le résultat, bah, il ne tient pas qu'à nous. Et non, un résultat n'est pas toujours atteint. Comme je disais, il y a un pourcentage de gens qui n'atteindront pas leurs objectifs. C'est leur chemin, en fait. Ça reprend des choses que disait Jean-Pierre tout à l'heure. On ne sait pas ce que ça a comme fonction. Et du coup, ça ne nous regarde pas, finalement. Moi, ce que j'ai vu, c'est que tous les gens qui avancent, qui atteignent des résultats, qui vont vers le changement dans les accompagnements, moi, je suis toujours émerveillée, en fait. Ça me fait toujours quelque chose d'un peu... de voir les capacités qu'ont les gens, certaines personnes, à aller puiser en eux les ressources et à y aller, quoi. Moi, je suis toujours admirative. Ça force l'admiration. C'est eux qui font le job, pas moi. Vraiment. C'est des gens, ils seraient allés voir n'importe qui, voilà, parce qu'ils sont là-dedans déjà. Et du coup, manque de confiance, c'est pas clair dans notre tête, on ne sait pas ce qu'on fait exactement. Donc déjà, quand on sait ce qu'on fait, quand on a ces axes, quand on a une démarche qui commence à s'installer de la même manière que moi, j'ai commencé à me sentir mieux dans mon boulot de prof, plus à l'aise et surtout j'étais beaucoup plus efficace parce que je m'adaptais beaucoup plus à la classe. C'est parce que j'avais le sentiment que voilà, j'avais quand même une vision de ce qu'était ma mission, de ce qu'était mon rôle, de ce qu'était enseigné. Et bien là, c'était pareil avec l'accompagnement. Ça commence par ça. Et en fait, nous, on prend le contraire. On commence par la fin. Ah, le petit protocole, comment je vais faire? Je n'ai pas confiance parce que je n'ai pas le protocole. Mais on se trompe, en fait. On croit que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Parce que moi, j'ai des personnes qui font du suivi de pratique avec moi. Ils ont plusieurs livres sur des protocoles. Hein. Donc, ils n'ont pas besoin de moi pour donner des protocoles. Ils en ont 1500 à lire des protocoles. C'est pas ça qui clarifie, qui nous simplifie la tâche. Ça se joue ailleurs. C'est vraiment dans cette démarche plus globale. Ce faisant, on va. En fait, l'idée, après, ça dépend. Est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? Mais ce que je remarque, c'est que les gens avec qui je suis amenée à échanger, vous, voilà, pour vous connaître un petit peu chacun là où vous en êtes, vous êtes tous des personnes qui, finalement, donc vous avez choisi l'hypnose comme outil, mais vous ne vous présentez pas comme des gens comme des praticiens. Enfin, l'idée, vous êtes des accompagnants. Vous avez envie d'accompagner. C'est ce rôle-là, en fait, qu'on veut prendre. Et donc, on va souvent faire l'erreur de confondre l'outil de l'hypnose avec un cadre beaucoup plus général de démarche de travail sur notre accompagnement. On confond. Et ce que j'ai pu identifier, c'est que c'est ça qui manque. En fait. Je l'ai identifié par rapport aux personnes avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans dans cet organisme de sous-traitance, puis après avec mes stagiaires. Bon, d'abord avec moi, parce que moi je l'ai vécu,
puis avec ceux avec qui j'ai travaillé, c'est cette démarche globale, c'est cette vision de l'accompagnement. Et puis, bien sûr, tous les gestes professionnels qui en découlent, qui vont faire qu'on va gagner en confiance et en sentiment de légitimité. Parce que quand on a vraiment travaillé sur sa posture d'accompagnant, bah, on va se sentir plus légitime à accompagner. Mais comme au départ, on n'a aucune idée de ce que ça représente pour nous, ce que c'est, comment. Ah oui, on est là, on a l'impression de bidouiller, de faire un peu du n'importe quoi, du je sais pas trop quoi, ou d'avancer à tâtons comme ça, de faire oh là là, on fait des choses sans les conscientiser comme ça vient, quoi. Et bon, bien sûr qu'on continuera à le faire, à utiliser l'intuition, parce que c'est l'idée aussi, ce qui est proposé dans mes formations, c'est de travailler ce qui nous vient au moment où on est dans la séance. Mais de manière, c'est différent, parce que ça se fait dans cet espace de vide qu'on accepte de laisser dans l'accompagnement. Ce qui crée souvent le sentiment de manque de confiance, c'est qu'on peut se sentir en allant avoir une séance dans une forme de trou, de vide, de rien. Je ne sais pas ce qui va se passer, d'inconnu quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce qui va surgir, et je me sens vide, j'ai rien. Donc du coup, comme c'est très inconfortable, on va chercher à se rassurer et on va faire un check de nos protocoles, de nos outils, on va se préparer une petite induction, on va se préparer voilà, une petite séance parachute, machin. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire. Parfait. Et on se rassure comme ça, on se dit, voilà, j'ai plus de vide. Je sais ce que je vais faire. En fait, au bout d'un moment, quand votre socle est posé, que vous êtes dans votre rôle d'accompagnant, vous allez aller en séance avec ce vide. C'est un vide qui vient du plein. C'est un espace d'ouverture que vous allez laisser complet. C'est-à-dire, on arrive en séance et d'un coup, je ne sais rien. C'est se mettre pour pouvoir être dans cette posture de je ne sais rien. Je ne suis qu'en ouverture, qu'en présence. Si j'arrive avec un espace rempli de plein de choses, j'ai pas l'espace d'accueil. Et en fait, ce qui va permettre à cet espace de forme d'ouverture qu'on peut prendre comme du vide de naître en nous, c'est cette intégration de notre posture, de notre cadre. Et dans cet espace, c'est là qu'on va pouvoir faire appel à notre intuition après. Mais ça ne repose que sur des choses qu'on a posées, qu'on a conscientisées, qu'on a clarifiées, qui continuent sans cesse de se clarifier. Mais ça part d'une base où on a vraiment réfléchi à des points clés de ce qu'est un accompagnement. Pour moi, on ne peut pas se sentir en maîtrise, en confiance, et on ne peut pas s'épanouir, parce que c'est hyper frustrant sinon, sans ce travail-là à la base. Jean-Pierre. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Je suis d'accord avec. Je trouve que pour être dans la posture, il faut se nourrir de ce métier, de ce qu'on aime dans ce métier et pas louper une occasion d'apprendre pour gagner en expérience, mais effectivement pas chercher à préparer une séance parce que sinon on alimente la pression et bien souvent on le fait pour rien parce que on va vite se rendre compte dès le début de la séance que ça ne se passe pas comme on avait anticipé. En revanche, avoir un niveau de compréhension de la posture et de tout ce qui peut la nourrir, c'est ce qui permet de s'adapter dans chaque instant présent à ce qui se présente. C'est exactement l'idée. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on aura vu au début, ce qui est posé, eh ben, on voit comment ça nous sert concrètement en séance pour faire ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est bien joli de dire « Oh ben non, allons-y, on fait des séances sans rien préparer, j'y vais comme ça. » Bah ouais, mais si je sais pas ce que je peux faire concrètement, mais ça va pas le faire non plus. Donc forcément, effectivement, que ça passe par des temps où on va aller dans clarté, hein, c'est ce qu'on fait. Clairement, là, quel protocole? On a tel axe, hop, là, et comment on aboutit au protocole? Comment de l'entretien? Comment je pars de mon entretien jusqu'au protocole? Par quoi je passe? Pourquoi je passe par là? Comment on a amené ça? Ou comment plutôt le consultant nous a amené vers ça? Parce que ça part de lui. C'est ça le truc. C'est passé hyper vite, il est tard, je vais devoir conclure. Il reste 3 places pour Clarté qui va démarrer en mi-janvier.
qui est une aventure, on peut le dire comme ça, vraiment, et qui fait ça en fait, qui vous permet de prendre votre rôle d'accompagnant, je ne veux pas tout redire, on en a beaucoup parlé, mais tout ce que j'ai dit pendant la réunion, en fait, c'est le projet de clarté. On commence par la posture, le cadre, comment on mène les entretiens, patati, patata, et jusqu'au protocole à base d'expérience dans les ateliers. Parce que si on ne fait pas ça, on reste que sur du blabla et il n'y a pas d'intégration et ça ne sert à rien. Eric? Mi-janvier, tu as les dates du coup déjà? Parce que je suis Non, un peu chargé en janvier, moi, en formation. j'attends que les prochaines personnes se manifestent pour pouvoir poser un calendrier déterminé. On part sur le jeudi matin. Aïcha? Ah oui, c'est que le jeudi matin? Oui. Et c'est à penses que quelle heure? 9h, 12h30. Tu penses que tu le Ah, sauras quand, la date? Je ne peux pas te dire, ça ok. va dépendre des personnes qui vont être intéressées pour s'inscrire. Je vous tiendrai au courant. Ok, le plus tôt possible, s'il te plaît, parce que j'ai déjà tellement de formations en cours qu'il faut absolument que je puisse caler des créneaux. Oui, oui, j'entends. Mais pour l'instant, si les personnes, tu vois, il faut que je vois qui se montre intéressé. Donc oui, Aïcha, on part sur le jeudi matin. Alors, il y aura tous les 15 jours, hein, vraisemblablement, parce qu'il y a des... En fait, vous avez des cours que je vous fournis par mail, des cours, certains un peu denses. Bon. Et vous avez du coup du temps pour les travailler en autonomie. Et nos ateliers, c'est... alors peut-être certains, on pourra les mettre à une semaine d'intervalle, on verra. Je verrai avec les personnes qui souhaitent s'inscrire comment on fait. Mais il y aura parfois 15 jours d'écart, quoi. Oui, tu fournis les replays, hein. Oui, les replays, tu veux dire des ateliers qu'on fait Oui, oui, j'enregistre nos ateliers au sein de la formation. Et vous avez aussi la possibilité de garder tout ce qu'on fait en enregistrement. D'accord. Toutes les formations concernant le prix, concernant tout ça, c'est sur ton Facebook, c'est ça? C'est comment ça se passe? Ouais, tout est en haut sur le groupe Facebook. Là, on a Intuition, donc qui travaille sur l'induction et la séance d'hypno-relaxation pour faire ça sans note en direct. 4 ateliers plus un entretien individuel actuellement à 550 €. Il y aura sans doute une augmentation des tarifs après. Après, je me suis engagée, il y a quelqu'un qui est intéressé pour Intuition, donc je laisse encore à ce prix-là. Et Clarté, c'est 9 ateliers plus un 10e en collectif en restitution de travail que je propose pour valider la formation. Donc c'est un gros morceau. Celle-ci, elle est à 1250 €. Vous pouvez payer en 10 fois, voire 12 fois. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Et comme il faut, parce qu'il y a des personnes qui attendent d'avoir des dates et qui attendent d'en savoir plus, je veux un petit peu faire accélérer le mouvement. Les personnes qui vont s'inscrire avant le 15 décembre, je vous offre une séance de coaching en individuel à déclencher au moment où vous voulez, pendant la formation. Après, voilà, vous aurez 1 an pour la déclencher au moment où vous en avez besoin. Ok, très bien, merci. Je t'en prie. N'hésitez pas, vous pouvez, si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas déjà eu un rendez-vous téléphonique avec moi, d'avoir, bon après, si vous avez des questions sur la formation, on peut se prendre 10 minutes, voilà, si c'est vraiment là-dessus, pour prendre rendez-vous avec moi, pour faire un point, voir si ça s'adapte à vos besoins, vous voulez vérifier ça. Il y a aussi des documents que vous pouvez consulter au niveau du groupe Facebook, si vous voulez en savoir davantage. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, quelqu'un voulait dire quelque chose? Non. Alors, c'est sûr que, comme je le disais aux stagiaires quand j'ai eu Intuition, que
je sais que ces formations, elles vont intéresser des gens qui ont vraiment envie d'y aller parce que elles sont mobilisantes, parce que vous pratiquez en direct. Donc, c'est très challengeant. Mais justement, c'est parce que c'est challengeant que ça va vous amener à des vrais changements, à une ouverture encore plus grande. Donc après, à chacun de voir s'il est prêt, s'il a l'envie, s'il veut, voilà, selon vos objectifs. Jean-Pierre? Ouais, moi, j'hésite jamais à te faire un petit coup de pub parce que tu le mérites et évidemment, je suis pas intéressé. Je vous dis, moi, mon témoignage et puis celui d'autres stagiaires en gros, de Clarté, la façon de travailler et de se connaître entre stagiaires nous a amené à pratiquer entre nous. Je commence jusqu'ici, j'ai pas pratiqué, je me suis jamais été rémunéré, même si j'ai fait divers accompagnements et je me lance en janvier. J'y vais en confiance. Je pense que ce que j'ai vécu grâce à Clarté, ça me permet d'y aller en confiance et puis je me permets, sans nommer personne, mais j'en connais d'autres qui gagnent en confiance alors qu'ils ne sont même pas encore installés et je pense que ça va être crucial. Je n'aurais pas l'impression finalement d'avoir mon premier client quand je vais m'installer. Et je vois Séverine, voilà, je pense un peu à Séverine et je crois que Séverine plus soit aussi sur cette approche-là, ce vécu-là. Super, merci. Merci Jean-Pierre. C'est vraiment le projet en fait de cette formation. Ça permet à des gens certains n'étaient pas installés, certains juste installés et certains déjà installés depuis quelque temps. En fait, ça s'adresse à chacun à notre niveau. On va en retirer des choses pour. L'idée, c'est d'oser y aller, de se développer, voire de passer de palier, quoi. Ça va amener des changements profonds. 10 ateliers, c'est pas rien, hein. C'est une vraie aventure, hein. Moi, j'ai vécu comme ça en tant que formatrice et je crois que mes stagiaires, voilà, l'ont vécu aussi comme ça. On a vécu une aventure incroyable, vraiment. C'est énorme. Vraiment, ça a été une formation extraordinaire. Et il s'est passé des choses profondes. Et en plus, oui, parce que, alors, comme on travaille entre nous, il y a des personnes qui se sont proposées en disant moi, j'ai ça à travailler, est-ce que je peux servir de cobaye? On a fait ça entre nous, mais du coup, ça veut dire qu'on travaille aussi sur des choses personnelles, si on a envie. Vous n'êtes pas obligé de venir déballer un truc, voilà, il n'y a aucune obligation, mais on était dans un climat qui faisait qu'on était à l'aise pour le faire. Et du coup, ça nous a apporté tout ça en plus. Donc, c'est très global. Ouais, Jean-Pierre. Et oui, parce que c'est effectivement, ça c'est le cadeau bonus, mais c'est vraiment important malgré tout parce que nos problèmes de légitimité, ils peuvent être aussi liés à nos propres zones d'ombre. Donc, inviter des consultants à avancer sur leurs changements et savoir que nous, on a des changements qui sont un peu en stand-by. Eh ben, avoir travaillé ça sert à la fois de sujet d'étude dans la formation, et puis ça nous permet d'aller travailler sur nous-mêmes, et ça nous met forcément en confiance pour ensuite notre pratique. Merci Jean-Pierre. Sandra, je ne sais pas qui. Oui, pour intuition, oui. J'ai une personne qui est sur les attentes. Donc, 3 autres inscrits et on démarre quand vous voulez. En fait, je ne pose pas une date, tu vois, parce que j'en sais rien, hein. C'est le problème de poser des dates à l'avance. Donc, ceux qui veulent s'inscrire me le disent. Liste d'attente, et dès qu'on est au complet, on peut démarrer. Je vois avec vous pour qu'on se cale les moments pour voir ça. Ok, bon, on va s'arrêter là. Parce que, et vous savez que vous pouvez prendre contact avec moi hein, si vous avez voilà, de plus amples questions. Je vous souhaite une belle continuation. Merci, merci pour votre présence. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver là. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup.